Avril 1941, le désert libyen à l'extérieur de Tobrouk. Owen Rommel observait ses panzers avancer vers le périmètre défensif australien, confiant que son blindage percerait en quelques heures. À la tombée de la nuit, 17 de ses 38 chars gisaient détruits ou en flammes dans le sable. L'assaut s'effondra, non pas à cause d'une arme miracle, mais parce que les défenseurs avaient construit un piège anti-char à plusieurs niveaux. Mines, canons de 2 livres, artillerie tirant directement, et des armes plus petites et brutales attendant les véhicules que les gros canons ne perdaient pas de temps à viser. L'une de ces armes pesait 36 livres, tirait 5 coups depuis un chargeur monté sur le dessus et avait été considérée comme inutile par les planificateurs militaires des 2 camps, incapables d'arrêter le blindage moderne. Le fusil anti-char Boys ne pouvait pas détruire un Panzer de face, mais il pouvait détruire les choses qui maintenaient les Panzers en vie, et cela comptait plus que quiconque ne l'avait prévu. Le fusil anti-char Boys émergea d'un problème qui hantait les planificateurs militaires britanniques tout au long des années 1930. Les chars devenaient plus puissants, l'infanterie n'avait rien pour les arrêter. Un fusilier regardant un monstre d'acier rouler vers sa position avait précisément 2 options, fuir ou mourir. Le ministère de la Guerre exigea une solution que les soldats individuels pouvaient porter, qui pouvait percer le blindage à des distances de combat et qui coûtait bien moins cher que le déploiement de canons anti-chars dans chaque section d'infanterie. Le capitaine Henry Charles Boys de la Royal Small Arms Factory à Enfield releva le défi en octobre 1934 sous le nom de code classifié Stanchion. Boys comprenait la physique fondamentale. Pour pénétrer le blindage, il fallait de la vélocité. Pour obtenir de la vélocité à partir d'une arme portable, il fallait une cartouche soigneusement équilibrée qui maximisait l'énergie à la bouche sans détruire l'épaule du tireur. Il opta pour un calibre de 0,55 pouces, 13,9 mm. La munition Mark I originale propulsait une balle de 60 grammes à 747 mètres par seconde. En décembre 1939, la munition améliorée Mark II l'avait remplacée, propulsant un projectile plus léger de 47 grammes à environ 884 mètres par seconde. Plus tard dans la guerre, les ingénieurs expérimentèrent avec des munitions à noyau de tungstène, espérant regagner de la pertinence contre un blindage de plus en plus épais, mais la limitation fondamentale demeurait. À 100 yards, la munition perçait 23 mm de plaque de blindage lors d'un impact perpendiculaire. À 500 yards, cela tombait à environ 19 mm. Ajoutez n'importe quel angle de combat réaliste et la pénétration chutait encore davantage. Suffisant pour vaincre les véhicules plus légers, mais loin d'être suffisant pour les chars moyens. L'arme qui émergea mesurait 63 pouces et demi de long, nécessitait une équipe de 2 hommes pour être transportée efficacement et comportait un frein de bouche proéminent et un appui épaule rembourré conçu pour absorber le recul punissant. Le capitaine Boys ne vit jamais sa création entrer en service. Il mourut en novembre 1937, quelques jours seulement avant que le ministère de la Guerre ne renomme l'arme en son honneur, bien que les documents du renseignement allemand l'aient constamment mal orthographié comme Boys tout au long de la guerre. La production commença à Birmingham Small Arms, à la Royal Small Arms Factory d'Enfield et chez John Inglis au Canada. Au moment où la fabrication cessa à l'automne 1943, environ 62 000 fusils étaient sortis des chaînes de montage, un investissement massif dans une arme que les critiques rejetaient de plus en plus comme inutile. Ces critiques visaient les mauvaises cibles. Le problème avec le fait de qualifier le Boys d'obsolète était que l'obsolescence dépend entièrement de ce que vous visez. Contre les variantes Panzer III et Panzer IV qui arrivèrent en Afrique du Nord à partir de 1941, le fusil était véritablement inutile. 50 mm de blindage frontal se moquaient de 23 mm de pénétration. Les soldats britanniques découvrirent cette réalité avec une finalité sinistre. Un sergent du King's Royal Rifle Corps décrivit avoir engagé un char à 50 yards pendant la campagne de France. La munition frappa parfaitement. Elle enleva la peinture. Le char continua d'avancer. Il abandonna le fusil sur place, mais le désert occidental n'était pas peuplé exclusivement de Panzer III. L'Africa Corps de Rommel opérait aux côtés de forces italiennes équipées de blindages appartenant à une génération antérieure. Les tankettes L3-33 et L3-35 portaient un blindage entre 6 et 14 mm d'épaisseur, bien dans les capacités du fusil Boys. Les chars italiens plus lourds, comme le M1340, offraient une meilleure protection et pouvaient résister aux coups frontaux, mais les tankettes et les automitrailleuses qui protégeaient les avancées de l'Axe restaient vulnérables. Et les Italiens fournissaient environ la moitié de la force blindée de l'Axe dans le théâtre. Au-delà des chars entièrement, se trouvait la logistique à peau molle qui maintenait toute armée en fonctionnement. Camions de carburant, transporteurs de munitions,
voitures d'état-major, automitrailleuses comme la SDKFZ 222 allemande avec ses 8 mm de protection. Le fusil Boys pouvait tous les détruire, depuis des positions que les canons anti-chars plus lourds ne pouvaient atteindre. Quand les planificateurs rejetèrent l'arme comme obsolète, ils oublièrent que la guerre moderne fonctionne à l'essence et aux balles, pas seulement au panzer. Le fusil fit ses preuves avant même que la campagne du désert ne commence. En Norvège, en avril 1940, le sergent-major de section John Shepard du 1er 5e bataillon du Leicestershire Regiment fit face à un blindage allemand approchant au village de Treten. Selon des récits largement attestés, il n'avait jamais tiré avec un fusil Boys avant ce matin-là. Travaillant méthodiquement, il plaça plusieurs munitions perforantes dans chaque char avançant. 2 panzers allemands s'arrêtèrent définitivement. Les autres se retirèrent. Cela reste l'un des premiers cas enregistrés de forces terrestres britanniques détruisant des chars allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mois plus tard en France, le sergent William Gilchrist des Irish Guards tint un coin de rue à Boulogne pendant 2 heures avec rien d'autre qu'un fusil Boys et de la détermination. Sa citation de décoration documentée nota qu'il toucha et mit le feu à un char ennemi, bloquant la rue et permettant à son bataillon de se retirer. Il refusa d'abandonner sa position jusqu'à ce que l'arme s'enraye à cause du tir continu. Maintenant, avant de voir comment cette arme façonna les tactiques de Rommel dans le désert, si vous appréciez cette plongée profonde dans l'ingénierie britannique négligée, abonnez-vous. Cela prend 1 seconde, ne coûte rien et aide la chaîne à grandir. Retour en Afrique du Nord. Pendant l'opération Compass, en décembre 1940, les 4e, 6e Rajputana Rifles et 1er Northumberland Fusiliers engagèrent les positions italiennes à Toumar-Est. Les registres de l'unité documentent 2 chars M11 sur 39 et 6 camions détruits par des tirs de fusil Boys. Le 7e Hussard détruisit 5 tankettes italiennes CV dans une seule action. Des récits contemporains rapportent que le soldat Oz Neal des forces australiennes détruisit 3 chars italiens avec son fusil Boys, un exploit qui, selon ces récits, stupéfia tout le monde, étant donné la réputation croissante d'inutilité de l'arme. Puis vint Tobruk. Le général Leslie Morshead organisa ses défenseurs australiens en un système à plusieurs niveaux, conçu pour neutraliser la supériorité blindée allemande. Le périmètre extérieur absorba l'assaut initial des chars, tandis que l'infanterie gardait la tête baissée. Alors que les panzers passaient au-dessus de la première ligne défensive, les soldats émergeaient pour engager l'infanterie allemande qui suivait. La 2e ligne déploya des canons anti-chars de 2 livres et des 25 livres tirant à vue directe, les véritables tueurs de chars. Métissées à travers tout ce système se trouvaient des équipes de fusils Boys, positionnées pour engager les automitrailleuses, les véhicules légers et les éléments de reconnaissance sondant les faiblesses. Le 14 avril 1941, Rommel lança son assaut, s'attendant à percer en quelques heures. Le système défensif combiné brisa cette attente. 17 chars sur 38 détruits ou désactivés. L'attaque retirée, Tobruk força l'adaptation. Le système le fit. Pas une seule arme, mais le fusil Boys combla les lacunes dans ce système, engageant des cibles que les canons plus lourds ignoraient, contribuant à la défense à plusieurs niveaux, qui enseigna aux commandants allemands de dures leçons sur la sous-estimation de la coordination anti-char britannique. L'arme trouva sa validation ultime dans le Pacifique plutôt qu'en Afrique. À Milne Bay, en Papouasie, le 27 août 1942, le caporal John Francis Patrick O'Brien du 2e 10e bataillon d'infanterie engagea des chars japonais type 95 Ago attaquant les positions australiennes. Le type 95 portait entre 6 et 12 mm de blindage, le rendant vulnérable aux fusils britanniques soi-disant obsolètes. Le char d'O'Brien, perforé de multiples munitions Boys, se trouve maintenant au Australian War Memorial, avec des trous de pénétration visibles, preuve physique préservée dans l'acier. Quelques jours plus tôt, à l'île Makin, les raiders du corps des Marines des États-Unis empruntèrent des fusils Boys fabriqués au Canada pour leur assaut. 2 hydravions japonais flottaient dans le lagon, transportant des renforts. Les équipes de fusils Boys engagèrent depuis le rivage. Un hydravion éclata en flammes. Le second s'écrasa, tentant de décoller après que des coups soutenus eurent déchiqueté sa coque. L'arme que les Allemands avaient rejetée comme inutile venait de mener des opérations anti-aériennes réussies. Les Allemands eux-mêmes reconnurent simultanément les limitations et le potentiel du fusil. Leur équivalent, le Panzerbüchse 39, surpassait en fait le Boys avec 30 mm de pénétration comparé à 23. Pourtant, le haut commandement allemand cessa la production en novembre 1941,
la même période où les forces britanniques étaient soi-disant handicapées par leurs fusils obsolètes. Les deux nations reconnurent que les fusils anti-chars ne pouvaient pas vaincre le blindage des chars modernes. Seule la Grande-Bretagne continua à trouver des utilisations alternatives pour l'investissement déjà réalisé. Les soldats détestaient tirer avec le Boys. Les Australiens l'appelaient « Charlie le bâtard ». Le recul causait des entorses au cou, des blessures à l'épaule et occasionnellement des décollements de rétine, même avec la crosse rembourrée et le frein de bouche. Le souffle à la bouche était si féroce que les hommes étaient invités à protéger leur ouïe chaque fois que possible. Les troupes plaisantaient en disant que tirer avec le double nickel devrait automatiquement qualifier un homme pour la croix de Victoria. Un film de formation du gouvernement canadien produit par Disney en 1942 aborda spécifiquement la réputation de l'arme comme portant malheur, tentant de restaurer la confiance dans un outil impopulaire mais toujours utile. Le fusil disparut du service de première ligne à la mi-1943, remplacé par le Piat, le Projector Infantry Anti-Tank. Mais son héritage s'étendit au-delà de sa durée de service. 62 000 fusils représentaient 62 000 positions où l'infanterie pouvait engager des cibles blindées sans attendre le soutien de canons anti-chars dédiés. Dans le désert occidental, cela signifiait 62 000 menaces potentielles pour les tankettes italiennes, pour les colonnes de ravitaillement de l'Axe, pour les véhicules de reconnaissance sondant les lignes défensives. L'arme déclarée obsolète contre l'ennemi pour lequel elle avait été conçue se révéla efficace contre les ennemis qu'elle rencontra réellement. Tobruk enseigna aux commandants allemands que les forces britanniques ne s'accommoderaient pas de leurs préférences tactiques. Une défense coordonnée, incorporant des fusils soi-disant obsolètes, aux côtés de canons anti-chars modernes et d'artillerie de campagne tirant directement, pouvait perturber les assauts blindés. Le système fonctionna parce que chaque composant remplissait un rôle. Le fusil Boys combla les lacunes que les armes plus lourdes laissaient ouvertes. Le fusil Boys ne gagna pas les batailles seul. Aucune arme ne le fait jamais. Mais il combla des lacunes que rien d'autre ne pouvait combler, engagea des cibles que les armes plus lourdes ignoraient et contribua à des systèmes défensifs qui forcèrent les commandants allemands à repenser la guerre blindée. 62 000 fusils, 36 livres chacun, 23 mm de pénétration à courte portée, officiellement obsolètes contre les chars moyens, pratiquement efficaces contre tout le reste. L'arme que les critiques rejetèrent comme inutile se trouve maintenant dans des musées de Canberra, à l'ombre, certains portant encore les cicatrices du combat. Un char type 95 particulier en Australie porte des trous qui prouvent ce que les spécifications suggéraient et ce que les vétérans confirmèrent. Le fusil anti-char Boys fonctionna, pas toujours contre ce qu'il était censé combattre, mais toujours contre quelque chose qui devait être détruit. L'ingénierie britannique ne produisit pas une arme parfaite. Elle produisit une arme que les soldats adaptèrent à la réalité du champ de bataille, trouvant des cibles que ses concepteurs n'avaient jamais anticipées et des rôles que ses critiques n'avaient jamais imaginés. Cette flexibilité, ce refus obstiné d'abandonner un outil simplement parce qu'il échouait dans son objectif principal, définit le pragmatisme militaire britannique tout au long de la guerre. Le fusil destiné à arrêter les chars finit par arrêter les camions de ravitaillement, les avions, les tankettes et les automitrailleuses. Il aida à défendre Tobruk, détruisit le blindage japonais dans la jungle et enseigna à Rommel que les guerres ne se gagnent pas uniquement avec des panzers. Obsolète est un mot pour le temps de paix. Au combat, il n'y a que ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le fusil Boys fonctionna.